Merci Père Geoffroy. Alors, ce qu'avait souhaité le Père Geoffroy, c'est qu'il y ait un petit peu de fond, un peu de théorie. Puisque c'est vrai que c'est des sujets qui ne sont pas tellement abordés dans les études de médecine, mais l'éthique médicale, c'est hyper vaste. Donc avant de commencer, je voudrais quand même savoir, peut-être pas tous, parce que là il y a 25 personnes, mais s'il y en a quelques-uns qui peuvent me dire pourquoi ils ont choisi médecine ou un métier du soin. Alors ceux qui ont été en première année, qui ont suivi l'enseignement que j'ai proposé aux secondes années à partir de leur stage, ils ont déjà peut-être répondu à la question, mais si d'autres veulent se lancer... N'ayez pas peur. Ouais. Parle bien fort, hein, parce que moi j'ai une presbyacousie, hein, tu sais comment on dit. Ah non, excuse-moi, j'entends rien. Ok, aider. Ouais. Accompagner. Mais c'est quoi la médecine pour vous? C'est quoi la médecine, Vianney, pour toi? La science du corps, ouais. Soignez, non? Ouais, soigner. Il y en a d'autres qui ont des idées, non? C'est parce que... Ouais. Oh, j'entends rien. Quoi? Rendre une certaine autonomie. Bon, bah, vous tous, vous y êtes à peu près arrivés. Non. À vous tous, merci. Vous êtes à peu près... Ah, moi, j'ai pas besoin de parler là, si. Vous y êtes à peu près arrivés parce qu'effectivement, il y a cette dimension d'aide, d'accompagnement, de réponse à quelqu'un qui appelle et qui souffre, dont tu as parlé. Mais il y a nécessairement besoin de compétences et d'une technique, c'est ce dont Vianney parlait, et restaurer l'autonomie des personnes. Alors, bon, le mot autonomie, on pourrait y passer un temps fou, donc on va pas dire ce que c'est ici l'autonomie, mais ça pourrait être une séance entière sur le sujet, mais c'est vrai que c'est ça. Donc en fait, quand on regarde dans le Larousse, la définition, c'est ensemble de la médecine, ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités. Dans le Littré, c'est déjà un peu mieux, art qui a pour but la conservation de la santé et la guérison des maladies et qui repose sur la science des maladies ou des pathologies. Donc ces définitions, elles sont bien, mais elles sont un peu restreintes. Qu'est-ce qu'il y a de restreint? De quoi elle parle? Elle parle des pathologies, elle parle des maladies? Oui? Ouais, elle ne parle pas des malades. Donc effectivement, c'est un art, hein, on dit toujours on est des artisans qui travaillons avec des données scientifiques, hein, qui reposent sur une science. Mais quand même, il ne parle pas des malades, il ne parle pas des personnes dans ces définitions. Et il ne prête pas en compte la restauration de l'autonomie ni le fait de soigner. Voilà. Donc disons que la médecine, je vous le laisserai après si vous voulez, comme ça vous pourrez vous le faire passer. La médecine est un art qui a pour but de soigner les personnes et de restaurer leur autonomie. Alors, disons l'autonomie fonctionnelle. Parce que l'autonomie, ça peut être autodétermination à l'anglo-saxonne, ça peut être plein de trucs. Mais, par exemple, je crois que c'est Kant qui disait ça pour définir la médecine. Si on a amputé quelqu'un, le médecin, le chirurgien qui a amputé quelqu'un, son métier ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il doit faire après? C'est amputé parce qu'il y avait une gangrène ou il y avait besoin d'amputer. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Aider à remarcher. Mettre une prothèse et aider à remarcher. Hein. Donc c'est ça la restauration de l'autonomie. Et un des principes de la médecine est le respect de la dignité de l'homme. Alors on pourra faire aussi une séance entière sur la dignité de l'homme. Hein. Et puisque nous avons une étudiante en droit, le respect de la dignité de l'homme est au fondement juridique de la médecine. Et en particulier, tu connais l'article 16 du Code civil. Bien, qui est un peu mal en point, mais qui est quand même un des fondements de la médecine. Hein. Et on peut dire aussi que la médecine est au service de la vie des personnes. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de définitions. Alors, mais ça vient d'où médecine? Alors moi, pour ceux qui m'ont suivi à l'UE d'éthique, ne soyez pas étonnés, je vais reprendre quelques idées qui peuvent venir par exemple du philosophe que je trouvais très intéressant.
Donc, médecine, la racine indo-européenne med, qui veut dire penser, conseiller. Donc, ça a donné médiation, méditation, remède. Cette racine indo-européenne nous donne à réfléchir sur au moins 2 points. D'abord, c'est important de penser quand on soigne. Penser, alors on pense avec un A, mais c'est important de continuer à penser avec un E. On est un métier dans lequel il faut penser. On n'est pas uniquement des techniciens du soin, ni des producteurs de soins, comme avait dit un ancien directeur de l'AP-HP. Il voulait optimiser, il disait que les médecins et les soignants étaient des producteurs de soins. Voilà, donc on n'est pas des producteurs de soins, on est là, on doit penser notre métier, penser ce qu'on fait. Hein. Notre métier a du sens. C'est un des plus beaux métiers du monde et donc c'est un métier qui a du sens. Voilà. Et le soignant aussi, avec cette racine med de médecine, il peut être considéré comme un médiateur, hein, éventuellement, entre celui qui souffre et sa souffrance, hein, pour essayer de l'aider à mettre à distance, soulager la souffrance. D'accord ? C'est quelqu'un, en fait, un médecin qui soulage et qui cherche à comprendre. Alors, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que la médecine, on va voir qu'est-ce que soigner. Alors, c'est quoi soigner pour vous ? Prendre soin. Ouais. C'est seulement ça, prendre soin ? Le père Geoffroy, il prend soin des âmes. Il a pris soin de la famille hier pour annoncer la terrible nouvelle. Donc il soigne comme ça. Et nous, on a quelque chose de différent. On a aussi des actes techniques à faire. Hein. Et donc, le soin est une des activités premières de l'humanité. D'accord ? La vie, bon, pour que les vivants vivent, il faut en prendre soin. D'accord ? Si le paysan ne prend pas soin de ses champs et de ses plantes, les plantes meurent. Si le paysan ne prend pas soin de ses animaux, il meurt. Donc sans le soin, il n'y a pas de vie. Hein ? Le soin est nécessaire à la vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. Là où il y a du vivant, il faut qu'on en prenne soin pour que ce vivant puisse vivre. Donc on doit cultiver le vivant, prendre soin du vivant. Hein ? Si on ne prend pas soin du vivant, il s'abîme, il s'altère et il meurt. Hein, on voit bien dans notre terre. Hein. Les parents, par exemple, si on ne prend pas soin du tout petit bébé, ben il meurt. Donc le soin, c'est une activité commune à toute l'humanité. Hein. C'est une activité parentale. Le pasteur prend soin de ses bêtes, etc. Bon, après, on ne va pas aller plus loin dans ce que les philosophes ont pu dire, ou s'il y a un peu de théologie, le père Geoffroy vous le fera. Et comme on l'a dit, le soin, c'est 2 choses. Alors, ça peut être apporté à l'étymologie latine. Moi, j'ai retrouvé des occurrences du XIe siècle, je n'ai pas trouvé avant, ou du XIIe siècle. Mais disons qu'il y a sogne, qui est un des premiers mots, et qui est la prise en compte des besoins d'une personne. Donc, la prise en compte des besoins d'une personne, c'est-à-dire que c'est faire des soins. Faire des soins en tant que poiesis, c'est-à-dire que l'action technique. D'accord ? Donc il y a des actes techniques, c'est en réponse à des besoins. Hein. Le dictionnaire d'Alain Ray dit « actes et pratiques par lesquels on conserve ou on rétablit la santé ». Hein. Pour aller vite, c'est le cure des anglo-saxons. Je ne sais pas si vous avez entendu, peut-être, toi, le cure et le care. Ouais, les plus jeunes, peut-être pas. Donc c'est nécessaire et ça fait partie, d'ailleurs c'est dans le serment d'Hippocrate et c'est dans le code de déontologie, on doit tenir à jour nos connaissances. C'est éthiquement indispensable. On ne peut pas arrêter ses médecines et ne plus jamais tenir à jour nos connaissances. Donc là, il y a le côté technique qui est très important. Hein. D'ailleurs, le bon samaritain, il a été certes pris aux entrailles, mais il a pansé le blessé avec de l'huile et du vin. Donc il a apporté quand même une technique. Il n'a pas fait que tenir la main. Quoi, d'accord ? Hein. Et puis il y a le soin en tant qu'inquiétude pour l'autre, c'est-à-dire le souci pour l'autre, s'intéresser à. C'est une attention portée à quelqu'un, d'accord ? Donc, en tant que qualité, c'est la qualité de l'action, c'est le souci de celui que nous soignons. Et ça, c'est quelle que soit la spécialité qu'on fera. C'est-à-dire médecine générale, même un chirurgien orthopédique a
a le souci de l'acte bien fait, mais le souci aussi du meilleur soin. Je veux dire, est-ce qu'il faut opérer, pas opérer, le meilleur soin dans la meilleure situation, hein. Donc ça, c'est prendre soin. C'est une sollicitude, hein. C'est le care, pour aller vite, des anglo-saxons, hein. Donc comme je vous disais, certes, le bon samaritain est dans la sollicitude, mais il a aussi une technique, hein. Et donc cette technique repose sur des connaissances que nous devons entretenir. Là, je sais que vous êtes dans un moment très difficile, parce que c'est des études longues et vous avez vraiment beaucoup à apprendre. Une pensée particulière pour Sacha. Bravo, courage. Le fait que tu sois là, c'est bon signe, c'est que tu auras le concours, c'est sûr. Donc en fait, la dimension du prendre soin, c'est réponse à un appel. D'accord ? On entend la souffrance, hein, on entend l'appel d'une personne qui souffre, on entend une plainte, hein, et on est un peu convoqué, pour ceux qui ont suivi l'UE, on pourrait dire convoqué par le visage de l'autre. On a une espèce d'obligation, hein, on ne va pas aller plus loin. Donc il y a des hommes et des femmes qui s'engagent, qui entendent un appel et qui s'engagent individuellement ou collectivement, hein, à répondre. Alors, la relation de soins, c'est un peu particulier la relation de soins. Je ne sais pas si je ne vais pas vous interroger sur la relation de soins, mais disons que la relation de soins, elle se travaille et elle soigne cette relation. Même, je dirais même pour un chirurgien, quoi, la façon dont on parle aux patients, etc., ça soigne la façon dont on annonce les choses. Hein, donc nous, on a un média, c'est le corps. Hein, donc on peut entrer en communication à travers le corps. Hein, par exemple, déjà l'observation, on regarde les gens, on voit comment ils sont, et puis poser une main sur un ventre, je veux dire, c'est aussi ça qu'ils attendent un peu les gens. Donc ça nous permet aussi d'entrer en relation. Bon, les psychologues, ils ont uniquement l'esprit. Vous voyez, nous, on a cette chance finalement d'entrer en communication par tous nos sens. Hein. Mais donc la façon dont on aborde les corps, hein, moi je digresse un peu par rapport à ce que je... Ça va, je crois que j'ai un peu de temps. La façon dont on aborde les personnes, dont on aborde les corps, est importante. Ça fait partie de la relation de soins. Hein. Et cette relation, elle vous semble symétrique ou asymétrique entre le patient et le soignant? Asymétrique? Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a une connaissance et de l'autre, il y a une demande. Enfin, oui. Alors, il y a le sachant et puis il y a celui qui demande. Mais celui qui demande, il n'a pas de connaissance sur sa maladie? Et c'est la même que celle du médecin? En fait, il a une expérience de sa maladie. Hein. Donc, il a un savoir expérientiel de sa maladie. Je dirais, c'est comme une sage-femme. Moi, j'avais entendu une fois une sage-femme qui dit « Moi, ça fait plusieurs années que je suis sage-femme, je connais bien mon métier. Il me manque plus que d'avoir accouché pour vraiment être une bonne sage-femme. » Et c'est vrai, quoi. Quand on a soi-même été malade, je pense qu'on comprend aussi un peu mieux la relation médecin-malade. Hein. Donc, certes, il y a une asymétrie. Ça ne veut pas dire qu'elle est inégalitaire. Hein. Il y en a un qui est en attente et l'autre qui peut donner. Mais pour autant, elle n'est pas sans réciprocité. D'accord ? Et il y a une réciprocité dans la relation de soins. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir recevoir des malades. D'accord ? Il faut savoir être à leur écoute et recevoir des malades. Ils vous disent prenez donc un petit chocolat, docteur, ou alors ils vous disent ils vous demandent de vos nouvelles. Moi, ça me touche. Des fois, ils me disent vous avez passé de bonnes vacances, docteur ? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, parce que je suis médecin en soins palliatifs. Donc les gens sont là, cloués dans leur lit avec des douleurs. Je rentre, une semaine après, ils sont encore là et ils me demandent si j'ai passé de bonnes vacances. Vous voyez ? Donc il y a une relation qui doit être réciproque. Et ça, je pense que c'est aussi ce que tu vis. Hein, ouais. Et c'est important en fait, parce que ça nous permet de tenir cette réciprocité. Ouais. Ils ne veulent pas de technicien en fait. Ils sont en demande d'un humain avec un autre humain en fait. Voilà, ils sont en attente d'une relation humaine avec un autre humain. Et je pense qu'aussi, alors moi en tout cas dans ma pratique, pour beaucoup, ils ne veulent pas être seulement dans recevoir, ils veulent pouvoir donner aussi. C'est vachement important de leur laisser la possibilité de nous rendre et de ne pas leur dire non, c'est pas la peine. Vous voyez, c'est hyper important. On n'accepte pas des billets et tout ça, mais accepter des petits cadeaux ou se laisser interroger ou dévoiler un tout petit peu de sa personne ou de son intimité. Des fois, il y a un qui dit vous avez des enfants, docteur, et tout. Ça fait de nous des êtres humains, quoi, face à eux. Ça nous donne un peu de consistance. Vous voyez ce que je veux dire ?
n'est pas qu'un technicien. Et je pense que ça, c'est dans toutes les spécialités. Moi, j'ai une spécialité qui implique particulièrement l'humain, mais j'ai des souvenirs, moi, d'échographies que j'ai eues, où donc c'est un radiologue, et le radiologue, une fois qu'il a fait cette échographie, qui était particulièrement difficile et pleine de sens pour moi dans les circonstances qui étaient celles de l'époque, il fait le tour de la table d'examen, il met son pied sur le marchepied et il refait ses lacets de chaussures, et après il s'en va. Bon, vous voyez, donc on n'est pas obligé non plus, voyez, même le radiologue, c'est important de pouvoir avoir des discussions. Hein. Voilà. Alors, le soin est un agir éthique. Alors, j'avais hésité avec le père Geoffroy, puisque ce sont des soirées un peu d'éthique médicale, faire une première séance sur qu'est-ce que c'est que l'éthique. Puis finalement, je me suis dit on va remonter encore un peu plus en amont pour voir un peu qu'est-ce que c'est que le soin. Alors, quand on dit le soin est un agir éthique, ça veut dire quoi? Alors évidemment, comme on n'a pas trop discuté de ce que c'est que l'éthique, qui est plutôt utilisé d'ailleurs comme un substantif que comme un adjectif, mais là je l'utilise comme un adjectif. Bon, mais disons que je vais chanter cette partie et vous dire que c'est un agir éthique car c'est un engagement auprès de ceux qui souffrent, donc comme on vient de le voir, et au sens aussi où c'est une recherche de vie bonne. Hein. En gros, l'éthique, disons qu'on peut donner une définition rapide de Paul Ricoeur, c'est la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Mais ça, c'est un raccourci de 2000 ans de réflexion, donc voilà, on va aller assez vite. Mais disons que c'est la recherche du bien, c'est espérer le bien de l'autre, c'est espérer le bien pour le patient, d'accord? Et on espère son bien sans vraiment le connaître. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans une relation paternaliste où on décide du bien pour l'autre. Hein, c'est qu'on espère le bien, on espère pouvoir lui apporter du bien. Hein. Après dans les années 50, après la Première Guerre mondiale, le président du Conseil de l'Ordre des médecins disait que, je ne me souviens plus des termes exacts, mais que le médecin devait soigner le patient comme un enfant, décider pour lui comme un enfant, certes avec bienveillance, mais qu'il fallait en gros le prendre par la main et tout décider pour lui. Bon, on n'en est plus là du tout. Hein. Il n'empêche qu'on peut quand même espérer le bien pour l'autre. Si on choisit ce métier, c'est qu'on espère le bien. On espère que, je ne sais pas moi, si on va brûler le faisceau de Hys, il n'aura plus son flotteur. Enfin, on espère des trucs un peu comme ça. On ne le fait pas pour faire du mal. Hein. Donc, en quelque sorte, il y a une finalité courte du soin à court terme, c'est accompagner dans la trajectoire du patient, chez ce patient-là, dans une trajectoire irremplaçable, l'histoire d'une personne et d'un corps vivant blessé. Hein, blessé par la souffrance et la maladie. Mais, et pourquoi c'est aussi un agir éthique, il y a aussi une visée longue, hein, un parcours, une finalité longue, qui est fondamentalement politique au sens de la police, au sens de la cité, hein, puisque les relations, moi je suis persuadée hein, qu'au même titre que quand on s'occupe d'un bébé, les relations de soins soutiennent le corps social. J'en suis persuadée. Et quand je vois madame avec un bébé, je trouve que c'est vraiment très paradigmatique, quoi. Ça soutient vraiment le corps social. Et je pense qu'en reconnaissant la vulnérabilité, quand on est soignant, on est au contact de la vulnérabilité en permanence. Hein. Et donc cette vulnérabilité, soit on se durcit, soit on se laisse un peu émouvoir, sortir de soi-même par cette vulnérabilité, en apprenant, je dirais, à gérer ses émotions, en apprenant la juste distance ou la juste présence, comme on peut dire. D'accord ? Ça s'apprend avec les années, hein, vous l'apprendrez au fur et à mesure. Mais disons qu'en reconnaissant la vulnérabilité rencontrée, la vulnérabilité des malades et notre propre vulnérabilité, parce que quand on voit les malades, on voit ce qu'on peut avoir nous, et puis on peut être touché un peu, eh ben, on a une parole fondamentale à dire au monde, et en particulier dans le monde actuel, où on hypertrophie, enfin où les valeurs sont des valeurs de performance, d'individualisme, de réussite, etc. Et quand on est au contact de l'humain permanent, mais je pense que le Père Geoffroy vous dira la même chose certainement, eh bien, on a une parole à dire au monde parce qu'on est témoin d'une anthropologie qui n'est pas qu'une anthropologie de toute puissance et de performance. Voilà, parce qu'en fait, c'est du souci de l'humanité et du monde dont il est question. Alors, sinon, la démarche éthique en elle-même est consubstantielle à la médecine. Alors,
la médecine est éthique dans son essence même. Disons qu'il y a deux grandes choses qu'on pourra aborder quand on parlera d'éthique médicale. C'est comme ça que j'ai essayé de construire l'UE d'éthique d'ailleurs. C'est d'une part tout ce qui est autour des décisions. Comme on décide beaucoup quand même en médecine pour les malades, enfin avec les malades, c'est un petit lapsus, mais bon, voilà, pour eux aussi. Donc c'est tout ce qui tourne autour des décisions, comment bien décider, comment prendre une décision juste, mais aussi l'éthique du quotidien, des petites choses, de la sollicitude. D'accord ? Par exemple, quand vous sortez d'une chambre d'un patient qui ne peut pas bouger de son lit, ben vous lui dites, vous préférez que je laisse la porte ouverte ou fermée ? Vous voyez, des petits trucs comme ça, quoi. Et tout de suite, ça permet d'entrer dans une relation. Je vois que même les infirmières sont d'accord avec moi. Donc la relation de soins est l'exemple même de la relation éthique. Parce que l'action médicale se caractérise ainsi. Son objet, c'est autrui. Sa finalité, c'est la santé d'autrui. Et son mobile, c'est la compassion devant la souffrance d'autrui. Donc, comme je vous dis, le questionnement éthique du patient ne se résume pas au dilemme éthique, et Dieu sait si on peut en avoir des dilemmes éthiques. Je pense qu'en pneumo, tu as des dilemmes éthiques, je pense qu'on aura tous un jour ou l'autre des dilemmes éthiques, heureusement pas tout le temps, toute la journée, hein. Mais ça imprègne plus largement notre pratique, et le soignant doit toujours se poser la question, comment dois-je faire, que faut-il faire pour bien faire dans ce contraste précis. Donc on peut avoir des convictions, on a des connaissances, on a une anthropologie, on a des repères, mais il faut toujours resituer les choses, des repères au sens philosophique, juridique, déontologique, etc. Mais un peu comme les juges, finalement, on doit resituer dans le contexte précis. Pour ce patient-là, qui a cette vie-là, et ce n'est pas le même que Madame X qui est dans la chambre d'à côté. Donc en fait, l'éthique, ce n'est pas un plus ou un supplément d'âme de la médecine. C'est pas, on va réfléchir aux décisions de bioéthique, quoi. Faut-il ou pas faire des PMA, des GPA, des suicides assistés, etc. C'est au quotidien, d'accord ? C'est une des dimensions structurantes de la pratique médicale, parce que c'est un métier de relation et de jugement dans le sens où il faut poser des jugements avant de prendre une décision, des évaluations qui mettent qui considèrent des questions existentielles. Je ne sais pas, moi, par exemple, si un jour vous avez une patiente qui a un ostéosarcome de cuisse, moi, quand j'étais externe en orthopédie, un ostéosarcome de cuisse, on amputait. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres techniques, on peut enlever une partie de l'os, remettre, etc. Mais enfin bon, vous avez quand même le dilemme. Moi, je me souviens quand j'étais, je ne sais pas si j'ai un peu de temps encore, j'ai presque fini. Je me souviens quand j'étais interne en Réa, d'avoir vu un jeune homme africain qui avait, je ne sais plus ce qu'il avait comme... Oui, il était venu pour un tétanos. Je ne sais pas si vous n'allez pas en voir beaucoup des tétanos. Moi, c'est le seul que j'ai vu. Il avait 20 ans, il arrivait d'Afrique. Il avait un tétanos, donc comme ça. Et en fait, la porte d'entrée était un ostéosarcome. Et il avait fallu décider de le désarticuler. Alors pour ceux qui ne sont pas encore désarticulés, c'est-à-dire qu'on enlève l'articulation de la hanche, donc il ne reste vraiment plus grand-chose. Et donc la décision, en fait, c'était celle-là. On va le désarticuler, il est en réa, il est intubé ventilé, il n'est pas conscient, il va se réveiller comme ça. Donc si on veut lui sauver la vie, on le désarticule. Maintenant, je ne sais pas si on le ferait sans réveiller la personne et sans lui demander. Mais à l'époque, ça s'était fait comme ça. Donc c'était une décision, fallait vraiment, vous voyez, c'était des décisions quand même. Ça me fait penser, quand je prenais l'exemple de l'ostéosarcome, mais donc je me souviens que j'étais interne en réa à Bichat à l'époque, et j'étais allée montrer le dossier à Curie, à un pédiatre, oncopédiatre, parce que je m'étais dit, quand même, prendre une décision comme ça, c'est celle qui a été prise. Mais oui, c'est parfois des choses qui sont un petit peu lourdes. Tout ça, je dérive un petit peu, je vous donne quelques trucs. Oui, donc donc on a quand même des questions existentielles, qui sont vraiment très importantes pour les gens, qui peuvent être aussi intimes, des questions morales importantes, voire politiques, parce que c'est... je ne sais plus si je vous le dis après. Oui, je vous le dis après, parce que ce métier a quand même une dimension sociale large. Ce n'est pas uniquement dans le colloque singulier avec une personne, mais il y a une extension. Quand on fait quelque chose en médecine, ça a du retentissement sur la société. Ne fût-ce que quand vous êtes
en consultation avec quelqu'un, voilà, vous avez vos 20 minutes de consultation, vous voyez qu'il ne va pas bien, vous sentez qu'il faudrait prendre 1 heure, ben vous prenez 1 heure, mais les autres, ils attendent dans la salle d'attente. Donc il y a d'emblée une dimension sociale. Hein. Voilà, je dérive trop, donc voilà. Donc, en fait, ce qui est fondamental, c'est de respecter de bout en bout la personne humaine. D'accord ? C'est pour ça que la médecine a une dimension éthique essentielle. Donc c'est très loin, en tout cas, d'une vision contractualiste radicale, comme il peut y avoir, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, après, qu'est-ce que la médecine, qu'est-ce que le soin, c'est la tension qu'il y a entre l'objectivité et la singularité. Alors vous êtes maintenant non plus étudiant en médecine, mais en sciences médicales. C'est DF, je ne sais plus quoi, ASM, enfin, on vous met sciences médicales. Je trouve que c'est horrible. Parce que la médecine, ça semble réduire la médecine à une science. Or, c'est un art qui utilise une science. Hein. Cependant, il ne faut pas cracher dans la soupe. Et les progrès de la médecine actuelle ont été réalisés grâce à une objectivation des corps. Hein. Depuis Descartes, l'anatomie qui est née à peu près en même temps, tout ça, ils se nourrissent un peu les uns les autres, Descartes et les anatomistes et les médecins de ce temps-là. La naissance de la médecine anatomo-clinique, dont vous avez dû entendre parler en première année de médecine. Hein. Donc cette objectivation est nécessaire. Hein. Pour que le chirurgien puisse opérer, c'est une transgression quand même majeure d'aller découper un corps. Hein. Donc il faut qu'il puisse, voilà, il a son champ opératoire et il n'a que le champ opératoire. Hein. S'il imagine derrière que c'est un être humain et visualise la vie de la personne, il ne peut pas se concentrer sur ses gestes. Hein. Voilà. Donc il faut pouvoir, pour poser un diagnostic, il faut un minimum d'objectivité. Pour évaluer l'efficacité d'un traitement, les essais randomisés, etc. Donc il y a une objectivité nécessaire. Hein. Et puis ça évite de se laisser envahir par sa propre subjectivité. Hein. On travaille, je vous engage à le faire hein, quand vous aurez des cas, mais voilà, ces projections, ces identifications, etc. Hein. Je vous donnerai plus d'exemples tout à l'heure si on a le temps. Donc, une forme de protocolisation, voire de standardisation des soins est nécessaire. Ça permet aussi que les soins soient les mêmes partout. Hein, s'il y a des recommandations HAS, c'est pour qu'à Pont-de-Mer, ça soit pareil que dans un grand CHU parisien, par exemple. Hein, voilà. Mais cette objectivité, elle vient toujours en tension avec une subjectivité, la subjectivité du malade et la subjectivité du soignant. Et on ne s'en sort pas de cette tension. Il faut avoir les deux en permanence. Hein. Et nécessairement, on prend en compte la singularité de chaque patient, de chaque histoire. Je vais vous donner juste peut-être une dernière anecdote. Quand j'étais en maladie infectieuse à Paris, donc il y a très longtemps, à l'époque, les traitements antirétroviraux, c'était les premiers traitements antirétroviraux, il fallait les garder au frigo. Donc le meilleur traitement que je donne à un de mes patients, il fallait le garder au frigo. Mais il vivait dans un foyer Sonacotra. Vous savez ce que c'est les foyers Sonacotra? Vous ne savez pas? Non, c'était les foyers pour ouvriers immigrés qui vivaient tous en foyer. Donc moi, je ne pouvais pas lui donner un produit qu'il devait garder dans le frigo commun avec tout le monde. Vous voyez? Donc il y a l'evidence-based medicine, puis après il faut s'adapter à chacun. Hein. Voilà. Donc ça doit toujours, on est toujours dans cette tension. Et pour terminer, dans notre société hyper individualiste, qui survalorise l'autodétermination des individus, dans une société de l'hyperperformance et de l'immédiateté, de la maîtrise et du faire, hein, de la toute-puissance, où on voit l'homme comme quelqu'un d'illimité, on est dans une société de plus en plus normée, standardisée. Le prendre soin n'est pas toujours considéré comme utile, surtout que ça ne rapporte rien, ça ne fait que coûter. Hein. Une fois, il y a un directeur d'hôpital qui a dit à une de mes collègues qui était chef de clinique à La Pitié, vous ne vous rendez pas compte comment les malades nous coûtent cher. Bon, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la T2A, c'était le budget global. Elle était là, sur le dos. Bon, non, mais c'est très dur comme métier, directeur d'hôpital. Mais donc, prendre soin, ce que je voulais juste terminer là-dessus, prendre soin dans la société actuelle, ça peut être parfois aller à contre-courant. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut être bien formé. Et ça peut être une résistance. Je pense que c'est une forme de résistance dans notre société actuelle. Mais voilà, c'est un beau métier. Et je vais laisser le père Geoffroy intervenir et on fera les questions après, c'est ça ?